D'abord, il faut comprendre que, de par mes valeurs, l'éducation morale, la morale en fait, la morale en général, est très de mise. Parce que on ne peut pas élever des enfants si les enfants ne sont pas capables de respecter leurs aînés, de respecter des amis ou de bien se comporter dans la société. Donc, première valeur qu'on va inculquer aux enfants, c'est le respect. Le respect de l'autorité, le respect de tout ce qui peut être âgé. C'est-à-dire pas forcément le père, la mère, la tante, non. Même des individus à l'extérieur de la famille, aussitôt que les gens ont un an de plus, tu dois avoir un certain respect à cette personne-là. Le respect se traduit dans les actes de tous les jours, dans les comportements, à table, dans la voiture, euh, partout dans la vie. Partout. Le respect veut dire, en fait, selon les valeurs, c'est que tu ne dois rien faire qui aille en contradiction avec la morale. Je vais donner un exemple précis, par exemple, tel que quand moi j'ai été élevé dans un milieu où quand mon père est assis au salon, il regarde la télévision, c'est bouche bée. Tout le monde doit se taire parce que papa est là. Et quand on est assis à table pour manger, parce que papa est là, tout le monde doit manger calmement, respecter la présence de papa. Des fois, laisser papa manger en premier, avant que les autres mangent. Ça ne se traduit pas que vous allez croiser les bras, mais vous allez vous servir, mais en s'assurant que papa mange et qu'on le respecte. Ça se traduit aussi, par exemple, dans les événements de tous les jours à la maison. Quand papa parle, donne des ordres, on ne respecte pas. Papa n'a pas le droit de dire quelque chose deux fois. Ok. Quand ça se dit une fois, il faut que ça soit respecté. Sinon, maman va intervenir pour dire, votre papa a parlé. Attention, ça ne se fait pas. Et puis c'est maman qui va punir. Papa ne va même pas punir. Parce que papa, lui, il a juste besoin de dire ce qu'il veut, puis c'est tout. Puis maman s'occupe d'appliquer les ordres de papa aux enfants. Relation professeur et étudiant, c'est relation de maître et des gens qui sont là pour exécuter. C'est-à-dire que la convivialité entre professeurs et étudiants n'existe pas beaucoup. Dans certains rares cas. Aussi, là, ça dépend aussi. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de plusieurs contextes socio-économiques. C'est-à-dire qu'il y a des écoles professionnelles de haut niveau qui sont au Bénin, mais qui ont adopté les systèmes occidentaux. Donc, ça veut dire que tu vas aller dans des écoles chez nous, et les écoles sont pareilles comme ici, relations étudiants-étudiantes, et professeurs-étudiants, c'est comme ici, sauf que quand tu vas voir dans ces écoles-là, les parents payent des millions par année. Ils ont toute l'infrastructure, ils ont des diplômes européens des fois. Sauf que les familles moyennes au Bénin ne peuvent pas se permettre ça. Donc il faut aller à l'école publique. Quand tu vas à l'école publique, c'est pas la même chose. C'est vraiment l'étudiant apprend ses leçons, arrive à les dicter, arrive à les pondre, à les réciter. On lui donne sa note où il coule. Parce que juste une seule matière peut te faire couler une année. Oui. Et c'est rare qu'il y ait des reprises. En fait, dans le contexte béninois, c'est la méthode qui est différente. La méthode est très différente dans le sens que le professeur, il est le seul maître à bord. Et tout le monde se soumet. Et il a la responsabilité de vous inculquer la matière par force. Il utilise tous les moyens. Punition, sanctions, domination. Il utilise tous les moyens pour vous inculquer la matière. Donc, ça veut dire qu'un professeur peut aller jusqu'à même taper. Ce que je te dis, c'était à mon époque. Ça fait juste quand même quelques années
parce que ça fait quand même plusieurs années que j'ai quitté le Bénin, j'ai appris quand même qu'il y a quand même des restructurations qui font que l'utilisation de la force a quand même beaucoup changé. Moi, je crois que j'ai une certaine autorité sur les étudiants, mais ça peut pas dire, c'est pas synonyme de pouvoir, absolument pas. C'est une relation qui est empreinte de respect, d'une part et d'autre, ou devrait l'être, évidemment. Moi, mon rôle est de guider, de fournir de l'information, d'aider la personne à cheminer, de grandir en tant qu'humain. Et l'étudiant, son rôle, c'est d'accepter d'être guidé là-dedans. Et puis d'offrir 100% de lui-même ou d'elle-même et de vouloir apprendre. Alors, c'est un rôle où il y a définitivement une personne qui, par son savoir, d'expérience, d'expertise, a une certaine autorité dans la relation, mais aussi dans le sujet. Et c'est à l'avantage de l'étudiant de tirer profit de ça parce qu'il y a tout à gagner. Moi, je le vois comme ça. D'une autre façon, moi, je trouve, et c'est toujours le cas, ça fait 16 ans que j'enseigne, j'apprends autant de mes étudiants qu'eux apprennent de moi. Moi, je me rends compte, c'est différent ce qu'on apprend un de l'autre. Moi, j'apprends pas du contenu puis de la matière. J'apprends d'eux comme personnes, qui ils sont, ce qu'ils aiment pas, comment ils aiment être guidés. On travaille avec une multitude de personnalités, avec des jeunes personnes qui viennent de toutes sortes de milieux, avec des bagages d'expériences très intéressants. Puis tout le monde apporte quelque chose d'intéressant à leur expérience universitaire. Moi, c'est de ça que j'apprends. Eux, c'est différent. Eux nous regardent, je pense, ou me regardent en voulant dire, ben, je vais aller chercher ses connaissances, je veux savoir, je veux avoir son savoir, puis elle, son travail, c'est de me montrer ça. Donc, les buts de un et de l'autre dans l'apprentissage sont pas tout à fait les mêmes. Mais moi, je trouve que j'apprends autant de l'expérience que j'ai avec mes étudiants, autant en classe qu'en clinique ou en laboratoire. Puis ça, j'aime ça, cette relation-là, parce que je trouve ça, c'est très intéressant. C'est même le fun. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis j'aime travailler dans un milieu qui est relax, qui n'est pas trop poigné. J'ai des attentes qui sont exigeantes, qui sont sévères, puis quand on rencontre ces attentes-là, moi, j'ai aucun problème, puis ça va très, très bien. Puis je pense que les étudiants, en général, se plaisent très bien là-dedans. Les leçons apprises d'un côté et de l'autre sont différentes parce que la relation demeure professeur-étudiant. Par contre, moi, je sais que j'apprends d'eux, définitivement. Puis je pense qu'avec les années, je suis devenue, je pense, meilleure à guider parce que j'ai appris de ça. Maintenant, si la personne éprouve plus de difficultés et veut me rencontrer pour en discuter, mais c'est sûr, je suis disponible. Le rapport à l'autorité dans nos pays n'est pas le même rapport à l'autorité et ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique le rapport qu'un directeur a vis-à-vis de son collègue de travail qui est sous ses ordres ne va pas être le même. Il y a des sociétés, dont le Maroc fait probablement partie, où les structures sont hiérarchisées, stratifiées, puis avec des strates très, très prononcées. C'est-à-dire que je suis ton chef, toi tu es le chef de l'autre, puis il ne faut pas que ça dérogue à cette règle. Puis les rapports avec le subordonné vont être autoritaires. Dans le contexte béninois particulièrement, un bon patron, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Quand il parle, tout le monde se plie. Un bon patron, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui donne des ordres, puis on est capable de l'exécuter. Quand tu es capable, quand tu as ça, c'est un peu assimilé à du leadership, mais avec beaucoup plus d'autorité. Donc, quand tu arrives à faire ça, tu vas être un bon patron. Les gens s'attendent à avoir une bonne rémunération, un bon salaire, mais en réalité, ce n'est pas ça qui motive les gens. Quand c'est que le patron peut donner des ordres et quand on ne l'exécute pas, on peut être puni, ça marche. Au Bénin, souvent, c'est de la gestion autocratique. Donc, ça veut dire quoi? C'est avec beaucoup d'autorité, beaucoup de fermeté, et puis euh, les gens exécutent, ça marche. Ça marche. Comme on va dire en bon braillon, ça marche au fouet.
En milieu hospitalier ou dans le domaine de la santé, il y a quand même des valeurs de respect, d'équité, d'humanisme. Donc, un patron, un gestionnaire, si on veut dire, là, est à l'écoute de ses employés, partage l'information, est capable de livrer aussi les directives, puis on valorise qu'il y a une accessibilité à apporter certains points. Fait que l'ouverture est importante. Puis aussi de savoir que oui, on n'a pas nécessairement toujours besoin de faire un rendez-vous, puis on peut arrêter en passant, puis demander telle chose. C'est comme dans la plupart du temps, c'est faisable. Fait qu'un patron, c'est important qu'il soit là pour ses employés. Là. Il a besoin d'une visibilité, puis d'être humain. Un gestionnaire va s'attendre d'avoir un employé qui est compétent, qui est aussi à l'heure, qui va faire le travail qu'il doit faire, maintenir ses compétences, essayer d'assister à des formations, aller identifier, apporter c'est quoi s'il y a une problématique. On attend beaucoup que l'employé vienne vers le gestionnaire. Parce que nécessairement, le gestionnaire ne peut pas, dépendant s'il y a 90 employés, de faire de la micro-gestion, mais il s'attend que l'employé va être assez ouvert pour venir prendre part à sa formation, rester, maintenir ses compétences et discuter s'il y a des problématiques à l'unité.